Bonsoir. Alors, avant de commencer les discussions, on m'a demandé de présenter brièvement nos deux intervenantes ce soir. Je ne vais pas leur faire l'offense de le faire longuement. Le succès, l'affluence de ce soir montre que c'est des personnalités connues. Néanmoins, je voulais juste passer un petit peu en revue pour montrer aussi la confluence de ces deux parcours, de ces deux engagements. Alors, je commencerai par Monsieur Warshawski, à ma droite, Michel Warshawski, fils de rabbin, né en France, parti assez jeune étudier en Israël, militant socialiste, journaliste. Il crée un centre d'information alternative dans les années 80 afin de favoriser les contacts entre les organisations palestiniennes et israéliennes qui défendent la paix et contre l'occupation. Et comme M. Hessel, vous parrainez le tribunal Russell depuis quelques mois, depuis quelques années, vous venez de publier un recueil de textes que vous avez publié dans Ciné Hebdo, qui s'appelle Au pied du mur et qu'on pourra retrouver à la sortie. Voilà. Maintenant, en quelques mots, Stéphane Hessel, vous êtes né en Allemagne, dans une famille aux origines juives, qui émigre assez rapidement en France. La Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale va changer le cours de votre existence. Le jeune homme que vous êtes entre dans la résistance, arrêté, vous êtes déporté à Buchenwald, vous vous échappez. Après la guerre, vous rentrez dans la diplomatie, vous allez participer à une épopée incroyable qui est la naissance des Nations Unies et la rédaction de la Charte des droits de l'homme. Et donc, carrière de diplomate, à côté de laquelle vous n'avez jamais cessé de vous engager, notamment auprès des plus faibles, auprès des sans-droits, des sans-papiers, des sans-logis, et pour défendre l'héritage social de la résistance. Donc, depuis 2008, vous vous engagez en faveur du tribunal Russell pour la Palestine, que vous pourrez présenter vous et M. Warshawski plus avant. Voilà, alors je l'ai dit, vous partagez en commun tous deux des origines juives, plus ou moins marquées. Vous, Stéphane Hessel, vous avez participé au sein des Nations Unies à la naissance de l'État d'Israël, naissance que vous avez appuyée dans un premier temps, et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez 60 ans plus tard, fervent militant de la cause palestinienne. Quel était votre parcours entre ces deux dates ? Merci de m'avoir donné la possibilité, à la suggestion du CUP, du Comité Urgence Palestine, de revenir encore une fois à Genève, où j'ai déjà sévi il y a 15 jours à l'Alhambra. Je pense donc qu'il y a peut-être des gens qui en ont assez d'entendre parler ce même Dieu. Je vais donc essayer d'être court. Je vais d'abord dire le plaisir que c'est pour moi d'être à la même table que Michel Warshawski, car s'il y a un homme qui nous a enseigné l'histoire d'Israël et le point où en est tombé le gouvernement israélien, les gouvernements israéliens successifs, c'est bien Michel Warshawski. C'est à son appel que ma femme et moi, nous sommes arrivés en Israël il y a maintenant déjà longtemps, et nous avons, grâce à lui, compris mieux que si l'on n'y va pas la situation dramatique du peuple palestinien. Je dis, si on a le sentiment qu'il y en a deux qui sont à égalité, il y a d'un côté les Israéliens, de l'autre côté les Palestiniens, quelquefois c'est les uns qui ont raison, quelquefois c'est les autres qui ont raison. C'est une vue tout à fait erronée. En réalité, il y a un État surarmé, surpuissant, et de l'autre côté un peuple qui depuis des années a perdu son droit à l'existence comme État, alors que les Nations Unies, où j'ai longtemps travaillé, ont décidé clairement qu'il fallait arriver à une solution dans laquelle il y aurait certes un État pour Israël, mais à côté de ça, un État souverain, indépendant, pour les Palestiniens. Alors à votre question, où en sommes-nous maintenant? Je voudrais répondre rapidement
Nous sommes d'abord à Genève, c'est-à-dire dans la ville où les droits de l'homme ont trouvé leur naissance, les droits de l'homme internationaux, la ville où siège encore actuellement la principale institution chargée de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés dans tous les pays membres des Nations Unies, les 192 États des Nations Unies, parmi lesquels il y en a un qui s'appelle Israël, mais qui est un État exactement comme tous les autres, qui a les mêmes obligations, les mêmes droits, et qui devrait suivre les mêmes résolutions qui sont adoptées par les Nations Unies. Or, depuis maintenant presque 2 ans, oui, même un peu plus de 2 ans, il s'est passé à Gaza quelque chose qui va tout à fait à l'encontre de tous les droits fondamentaux. Je parle de l'opération Plomb durci, qui a amené Israël à tuer 1400 Gazaouis et à en blesser 5000, à détruire une partie de ce petit territoire et à refuser depuis une enquête internationale. Nous avons été, ma femme et moi, à Gaza 5 mois après l'opération Plomb durci, et nous avons pu constater que ce qui s'y était passé était effectivement une violation caractérisée du droit international, et que le rapport que Richard Goldstone, le grand juriste sud-africain, a élaboré pour rendre compte de ce qui s'était passé était parfaitement adéquat, pertinent à ce que nous y avons vu. Nous espérions donc que ce rapport, qui dit clairement que l'armée israélienne a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui signale d'ailleurs avec la plus grande honnêteté que le Hamas, de son côté, a envoyé dans des conditions qui ne sont pas acceptées par le droit international des roquettes sur une ville israélienne, qu'il y avait donc des crimes à examiner de part et d'autre, quelle que soit la différence d'ampleur du crime des uns du crime des autres. C'était le rapport le plus légitime et le plus pertinent. Or, non seulement ce rapport n'a pas encore fait l'objet d'une transmission à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité, éventuellement à la Cour criminelle internationale pour juger les généraux israéliens qui se sont rendus coupables de ces exactions, mais pour le moment, on ne sait pas comment, dans quelques jours, le Conseil des droits de l'homme, dont c'est cependant la responsabilité, va se prononcer sur ce rapport. C'est donc le moment où toutes les pressions possibles doivent et peuvent être exercées pour que, enfin, justice soit rendue au peuple palestinien, qui attend depuis des années que quelque chose se passe, qui lui donne les droits et qui indique les orientations à donner pour lui. C'est à ce moment que les pressions devraient pouvoir s'exercer. Nous avons été quelques-uns, et je suis heureux de me retrouver dans cette salle avec plusieurs amis qui ont été également, comme Michel Warszawski et moi-même, heureux de la création d'un tribunal recel. Je pense que dans cette salle, merveilleusement nombreuse, je m'en félicite et je vous en remercie, beaucoup savent ce que c'est. Mais je veux redire en quelques mots qu'il s'agit là d'une initiative qui remonte maintenant à plus d'une trentaine d'années, invoquer le nom du grand humaniste britannique Bertrand Russell pour dire un tribunal constitué par des citoyens responsables, de préférence de grands juristes, des prix Nobel, des hommes, des femmes qui sont connus pour leur attachement aux droits de l'homme, se réunissent périodiquement et qu'est-ce qu'ils font? Ils examinent, sur la base de témoignages et d'experts, la situation dans laquelle se trouve tel ou tel peuple. C'était d'abord le peuple vietnamien, puis les peuples d'Amérique latine, aujourd'hui le peuple palestinien, situation
qui serait en contradiction formelle avec les droits fondamentaux de la personne humaine, le droit des peuples sur cette terre. Alors ce tribunal s'est réuni une première fois il y a maintenant 2 ans à Barcelone, et là il a essayé de démontrer qui était responsable de ces violations, non pas seulement du côté de l'armée israélienne ou même du gouvernement israélien, dont les responsabilités sont évidentes, mais les États, et notamment les États de l'Union européenne, qui ont continué à entretenir avec Israël des rapports commerciaux de plus en plus importants, qui ont accepté son entrée à l'OCDE et qui, au lieu d'exercer sur les gouvernements israéliens une forte pression, ne l'ont pas fait. Cette première session du tribunal Rosset a été très concluante à cet égard et les États ont reçu les résultats de nos délibérations. Une deuxième session s'est tenue à Londres au mois de novembre dernier, attaquant cette fois la responsabilité des grandes organisations, corporations industrielles, financières, commerciales, qui elles aussi ont violé les droits internationaux en travaillant avec les colonies israéliennes, en apportant une aide armée dans des conditions où cela était contraire au droit international. Mais nous continuons, et la troisième session doit se tenir au Cap, en Afrique du Sud. Pourquoi là? Parce que l'expérience de la façon dont l'apartheid a été combattu par un tribunal international à l'époque, par une montée en flèche de l'opinion publique qui a finalement amené à ce qu'on mette fin à l'apartheid, c'est un exemple qui nous paraît précieux et nous allons voir comment on peut comparer ce qui se passe en Palestine avec ce qui se passait en Afrique du Sud. Attention, toute comparaison historique est dangereuse, il ne faut pas faire des assimilations hâtives, non, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des exemples où la pression internationale a pu jouer un rôle pour faire triompher non pas la puissance, non pas la puissance militaire, non pas non plus la puissance économique, mais le droit de la personne humaine et le droit de tous les peuples à leur indépendance. Voilà où nous en sommes. Et je suis heureux de pouvoir une fois de plus dire à des femmes et à des hommes nombreuses, dont je sais que certaines et certains d'entre eux ont déjà fait la démonstration de leur attachement au droit international et au droit de la personne humaine, de leur dire « Ne relâchez pas votre pression. Plus que jamais, nous avons besoin que tout le monde commence par s'indigner lorsque les choses ne vont pas comme il le souhaite, et ensuite par s'engager pour que cela change. » C'est à cela que je vous appelle une fois de plus aujourd'hui, à quelques jours de la session du Conseil des droits de l'homme, importante instance internationale qui est connue par la presse, pas toujours suffisamment mise en valeur, quelquefois contestée pour sa composition, très injustement contestée, et qui a le devoir maintenant de pousser enfin ce fameux rapport Goldstone dont on parlait tout à l'heure sur l'écran vers son adoption par les instances compétentes des Nations Unies. Merci.